Durant le postpartum, il y a vraiment quelque chose de fondamental qui se crée, qui se tisse. C'est le lien qu'on crée avec son bébé. C'est ce qu'on appelle la dyade mère-enfant. Cette dyade qu'il est important, fondamental, essentiel de préserver à tout prix. Et ça va notamment être le rôle de l'accompagnant de préserver cette dyade et de faire en sorte que tout se passe bien. Parce que lorsque l'on vient de donner naissance, euh, on, va, euh, on va avoir tendance à donc à se dédouaner un petit peu de son bébé à cause des injonctions de la société. On l'a parlé tout à l'heure, c'est que dans la société, on est bombardé par les injonctions et depuis qu'il y a eu l'après-guerre où on a dû retourner travailler très vite et donc faire garder nos enfants par des nourrices, depuis qu'il y a eu également le mai 68, l'époque du grand féminisme, que j'appelle un peu le mauvais féminisme, mais qui a été nécessaire en fait. Il n'est pas du tout acheté à la poubelle, au contraire, ça a été des avancées énormes pour les droits des femmes. Mais on était dans une époque où le féminisme demandait l'égalité à tout prix et non plus de l'équité. Chose qui est impossible d'avoir l'égalité puisque les femmes et les hommes ne sont pas pareils. Et notamment, on le dit, les femmes portent les enfants, nourrissent les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à oublier. Donc, dans cette période de grand féminisme où les femmes voulaient être des hommes et avoir exactement les mêmes droits et les mêmes choses que les hommes, on s'est dédouané du coup de notre maternité. Et c'est à cette époque-là qu'on a vu l'avènement de tout ce qui est transat par biberon, le fait qu'il faille plus dormir avec son bébé la nuit. Notamment, je vais vous parler du cododo, mais le cododo, donc, c'est le fait de dormir avec son enfant. Le cododo, c'est une pratique qui se pratique dans énormément de pays, de cultures. Et c'est une pratique qui, dans nos sociétés occidentales, est beaucoup critiquée. Et on va dire, oh là là, tu vas lui donner de mauvaises habitudes. Quoi, tu dors encore avec ton enfant? Mais alors, le lit conjugal, etc., tu le délaisses. C'est important d'avoir un espace à vous et un espace avec son bébé. Sauf que par contre, on va avoir tendance à dire ah oui, mais moi j'aime pas dormir seule sans mon mari. Ben, les enfants, c'est pareil, multiplié par 1000. Ils ont des peurs, ils ont des choses qui se créent jusqu'à leurs 3 ans dans leur cerveau. Ils ont beaucoup d'apprentissage et le sommeil, justement, ça va en être un et être accompagnant dans son sommeil est vraiment fondamental pour son développement cérébral, son développement cognitif et sa sécurité affective. Et donc dormir avec son bébé, c'est quelque chose que l'on a complètement oublié dans nos sociétés actuelles et qui pourtant est une valeur fondamentale et c'est même quelque chose d'animal. On est des mammifères et donc on est programmé de manière biologique et instinctive pour dormir avec son bébé. Donc ça c'est un exemple flagrant de nos sociétés occidentales et des injonctions qui pleuvent, qui fait que quand on va dormir avec son bébé, on va avoir l'impression de mal faire un petit peu, ou du moins d'être en marge et de ne pas agir comme les autres. Et du coup, on peut avoir des réticences, se poser plein de questions, alors qu'à la base, on va avoir tendance à dormir avec notre bébé de manière très instinctive. Et dormir avec son bébé, c'est quelque chose qui repousse énormément les morts subites du nourrisson. Et je trouve que les morts subites du nourrisson, on en fait grand cas, on fait beaucoup peur avec les parents, enfin aux parents avec ça, en donnant toute une liste de recommandations qui sont abracadabrantes et on vous dit oui, ben, depuis qu'on a mis en place ces recommandations, c'est vrai qu'on a chuté les cas de mort subite du nourrisson. Et en fait, on se rend compte que les morts subites du nourrisson étaient à leur apogée littéralement dans les années 1940 et qu'elles ont augmenté sur les années 50, 60, 70, 80. Et là où c'était une véritable explosion, et c'est qu'à partir des années 80, 90 qu'on a commencé à mettre en place des sécurités et qui ont commencé à redescendre. On parle beaucoup de leur diminution, mais pas de leur augmentation. Et cette augmentation des années 40 à 80, ça correspond à cette période de grand féminisme et la période où on a commencé à pratiquer le maternage distal avec nos bébés.
Donc là, dans cette vidéo, moi je vais vous parler du maternage qu'on appelle proximal, du maternage que l'on pratique de manière instinctive, fluide et animale, sans se poser de questions et sans être parasité par toutes les injonctions qui peuvent pleuvoir dans la société actuelle. Le maternage proximal, ça va être l'allaitement principalement, qui en France particulièrement est une catastrophe quand on pense que l'allaitement fait partie des recommandations de l'OMS, c'est du domaine de la santé publique, je le rappelle, donc c'est quelque chose qui devrait vraiment concerner la santé publique. On ne comprend pas que dans notre société aujourd'hui, on ait un si faible taux d'allaitement. Mais ça s'explique pour plein de choses, par cette période de grand féminisme, mais également ça s'explique par la période où on a eu une espèce d'explosion des lobbying de l'industrie laitière. Parce qu'on parle aujourd'hui des produits laitiers qui sont nos amis pour la vie, qu'on en a besoin pour grandir. C'est hyper ancré, on a besoin de produits laitiers, sauf qu'en fait, un être humain n'a pas besoin de produits laitiers pour vivre, pour survivre. Notamment tous les personnes qui sont intolérantes ou allergiques aux protéines de lait de vache, elles survivent très bien sans. Et du calcium, on en trouve dans plein d'autres aliments, et en plus grande quantité notamment. Et à une époque, il était dit que les produits laitiers conservaient des risques de l'ostéoporose, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Ça les augmente légèrement. Donc il y a une espèce d'explosion de l'industrie des lobbying laitiers, parce que ils viennent au laboratoire, chez les médecins, pour faire de la publicité, encourager les médecins à vendre les laits infantiles, donc les préparations commerciales pour nourrissons. Ils viennent dans les écoles faire de la publicité aux enfants, dans les pharmacies, et donc ils ont une espèce de mainmise sur tout ça, notamment dans la publicité, on les voit énormément, partout, tout le temps. Il y a des publicités pour le lait tout le temps. Et donc, on a cette espèce de croyance que le lait est indispensable. Or, nous sommes actuellement le seul animal qui consomme le lait d'un autre animal, et ce, après même notre sevrage. Donc, on verra dans la vidéo sur l'allaitement comment, en détail tout cela, mais tout ça pour dire que l'allaitement, c'est vraiment un des piliers de ce maternage proximal. D'ailleurs, lorsqu'on donne naissance, on a tendance en fait à oublier les mises au sein précoces. Or, on l'a vu, pour donner naissance, la maman a besoin de produire de l'ocytocine en masse pour que la naissance se passe le mieux possible. Mais c'est le cas aussi après, pour que la bulle continue de se créer, pour que le lien d'attachement se crée entre la maman et le bébé. C'est très très important en fait de favoriser la production d'ocytocine. Et en allaitant, on produit énormément d'ocytocine. C'est un acte naturel. Et Michel Audin le dit, c'est un acte qui qui peut voir son extinction arriver d'ici les 50-100 prochaines années, puisque on ne donne de moins en moins naissance sous ocytocine, donc naturelle, et on a des mises au sein de moins en moins systématiques après la naissance et des taux d'allaitement catastrophiques, ce qui fait qu'on a tendance à voir la production d'ocytocine baisser considérablement dans notre processus biologique. Et c'est assez triste parce que quand on pense que l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour et que quand on en produit, on le sent littéralement, on se sent un peu euphorique, un peu de bien-être, on sent même des papillons dans son ventre. Il y a vraiment, on sent comme un petit shoot d'ocytocine qui nous traverse en fait. Donc c'est extrêmement triste de se dire à l'heure actuelle qu'on pourrait ne plus en produire de manière naturelle. Et donc continuer, favoriser, encourager l'allaitement juste après la naissance de son bébé, c'est vraiment quelque chose qui va contribuer au lien mère-enfant, au lien d'attachement. Il peut y avoir des milliers de raisons qui poussent une maman à ne pas allaiter. Elles sont toutes légitimes, elles sont toutes à écouter. L'allaitement concerne l'histoire, les besoins, la façon dont on a été éduqué, tout ce qui a contribué à faire ce qu'on est aujourd'hui. Ça concerne la prise de décision de l'allaitement et aucune prise de décision n'est à blâmer.
Parce que ça peut être dû à un manque d'accompagnement, à un manque d'information, à tout simplement un automatisme qui fait que personne autour de vous n'a allaité, donc on n'allaite pas. Ça peut être un rapport à notre corps qui est très difficile parce qu'on l'a vu. Donner naissance, ça a tendance à chambouler un peu l'image qu'on a de son corps. Donc ça va être très précieux de prendre soin de son postpartum juste après la naissance de son bébé. Et je pense que vraiment c'est fondamental de s'écouter dans cette période-là, mais aussi de faire des choix éclairés pour ne pas le regretter. Je déplore qu'il y ait beaucoup d'allaitements qui ne voient pas le jour par manque d'informations, parce qu'on a l'impression que le lait infantile, donc les préparations commerciales pour nourrissons, sont aussi bien que l'allaitement, qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et donc je pense que là, ça devient un problème quand c'est une décision qui n'est pas éclairée. Mais quand c'est une décision qui vient du fond de notre cœur, qui fait vraiment écho en nous, eh ben c'est important du coup de l'écouter et de vraiment se l'approprier parce que voilà, on est toutes différentes, on a toutes des histoires différentes et, et rien n'est à blâmer. Voilà, donc ça c'est pour l'allaitement. Et on peut materner son enfant sans allaiter, c'est tout à fait possible. Néanmoins, j'insiste sur le fait que l'allaitement est un des piliers du maternage proximal. Parce que le maternage proximal, c'est une réaction propre et instinctive à notre espèce de manière biologique. Donc, instinctivement, on va avoir le réflexe de nourrir notre enfant au sein. Et lui, instinctivement, il a des réflexes de mise au sein, des réflexes que l'on dit archaïques. Dans ces réflexes archaïques, il y en a plein et il y a notamment le réflexe de fouissement qui est que on va poser notre bébé juste après la naissance en bas de son ventre et il va avoir de lui-même le réflexe de grimper, réellement de grimper. On dit que les bébés, ça ne sait pas bouger, on les pose et ça bouge plus, mais il a ce réflexe-là de grimper et de aller chercher le mamelon. Et il faut savoir que le mamelon a l'odeur du liquide amniotique pour retrouver des sensations sécurisantes du ventre de la mère. Donc, poser son bébé en peau à peau contre nous, ça va vraiment le rassurer et nourrir sa sécurité affective. Donc, l'un des deuxièmes piliers du maternage proximal, surtout en postpartum, ça va être le pot à pot. Le pot à pot est fondamental parce que tout petit, le bébé qui vient de naître a subi une transformation intense. C'est un extraterrestre. Je m'explique. Il vient de passer d'un état aquatique, donc de baigner dans le liquide amniotique, d'entendre les sons étouffés. Les sensations, c'était ses proches, sa mère, son père, son frère ou sa sœur, ou ses sœurs, ses frères, qui posaient les mains sur le ventre, qui l'appelaient, qui l'invitaient à une caresse. C'était des mouvements doux, c'était le bercement de sa mère quand elle marchait, c'était sa voix apaisante, les battements de son cœur très forts contre lui. D'autant de sensations douces qui, arrivées dans le monde, sont hyper brutales. Déjà, il faut qu'il apprenne à respirer. C'est quand même quelque chose d'incroyable, apprendre à respirer. Il faut qu'il apprenne à sentir l'air sur sa peau, sentir les toucher, écouter les sons, les lumières, tout ça qui est extrêmement violent pour lui, vraiment violent. Naître peut être un vrai traumatisme pour un enfant, surtout quand on a vécu un accouchement brutal et traumatique. Je m'explique. La façon dont on accueille les bébés sur Terre actuellement est extrêmement violente. Ce sont des mains inconnues qui attrapent un enfant. Quand on ne le sort pas littéralement du ventre de sa mère, s'il a eu une césarienne ou si on lui a pas laissé le temps de sortir, parce qu'il faut savoir que lors de la phase d'expulsion, le bébé a besoin d'un peu de temps, la tête peut rester un tout petit peu. Et si on a des personnes qui vont avoir tendance à tirer, à le sortir brutalement, et tous les soins qu'on fait au nouveau-né juste après la naissance, la pesée, la mesure, le tripotage, etc. Des fois on le mouche de manière automatique alors qu'il n'y en a pas besoin. Tout ça, ce sont des gestes extrêmement délétères et très violents pour le bébé. La façon dont on accueille nos bébés sur cette terre
est déplorable, réellement. Heureusement, on a beaucoup de maternités, de sages-femmes qui se tournent vers des accompagnements beaucoup plus doux. Typiquement, des sages-femmes qui accueillent les bébés très doucement et qui les mettent tout de suite en peau à peau avec la maman. Typiquement, des césariennes où l'on encourage la mère à pousser et donc le bébé à sortir petit à petit du ventre de leur mère, comme si elle vivait un accouchement par voie basse, comme si lui, il vivait une naissance en douceur. Il va y avoir des tendances à la douceur, pas tirer, laisser. Mais ce n'est pas encore une majorité, mais ça vient progressivement, heureusement, dans la médication française. Et j'en suis très contente et j'espère que ça va durer comme cela. Mais du coup, à l'heure actuelle, la naissance peut être vécue de manière très violente. Il faut savoir une chose fondamentale. Le bébé qui vient de naître n'a besoin que d'une seule chose. Une seule. Le contact de sa maman. C'est fondamental pour sa survie. Tous les gestes autres ne sont pas nécessaires à sa survie. Donc, ils sont à proscrire, à éliminer complètement si on le peut, voire à être retardés au maximum. Et donc, mettre son bébé en peau à peau dans les premières heures qui suivent la naissance. Et même dans tous les jours qui suivent la naissance, pendant une semaine, l'idéal c'est de ne pas habiller son bébé et de le coller, parce que déjà, habiller son bébé, c'est très violent. C'est quelque chose qui va être un peu violent. Et puis le bébé, je vous le rappelle, quand il vient de naître, c'est un animal. On n'habille pas un animal. Un animal, il a besoin juste d'être nu contre sa mère qui est nue. Pourquoi? Déjà parce que ça va réguler sa température. Jusqu'à 2 mois, le bébé n'est pas capable de réguler seul sa température. Donc le bain, un bébé qui prend un bain seul par exemple, c'est extrêmement violent pour sa maîtrise de la température. Dans le bain à 37, il va peut-être être bien, mais dès qu'on va le sortir du bain, s'il n'est pas immédiatement collé en peau à peau, ça va être hyper violent. Donc le bain, pourquoi pas, en peau à peau et sans enlever le bébé en peau à peau, ça peut être un moment très doux, très agréable pour tout le monde. Je rappelle que prendre un bain en postpartum est tout à fait possible. Il n'y a pas de contre-indication. Évidemment que l'eau doit être propre, mais on va pas se baigner dans une piscine municipale. Donc, évidemment que vous pouvez prendre un bain juste après avoir donné naissance. Au contraire, c'est tellement agréable d'aller prendre un bain, de détendre ses muscles, que ça ne devrait pas du tout être interdit. Donc voilà. Donc prendre un bain avec son bébé en postpartum est tout à fait possible. L'idéal est de ne pas rompre le peau à peau parce que c'est ce qui va permettre au bébé de réguler sa température. Mais il faut savoir qu'un bébé est propre, il reste propre. Souvent, le nettoyer pour l'échange suffit amplement. Éventuellement, s'il a tendance à beaucoup régurgiter et que ça se loge dans les plis, bon, c'est intéressant de le nettoyer avec une petite serviette humide, éponge, voilà. Mais lui prendre un bain complètement, ça n'a aucun intérêt en fait, à part passer un bon moment avec lui en peau à peau. Donc le peau à peau va permettre de réguler la température de l'enfant. C'est quelque chose en fait, c'est instinctif et primaire et c'est pas du tout inconnu comme méthode puisque par exemple on le voit, si vous n'avez pas vécu ça je vous le souhaite, mais pour se réchauffer quand on est par exemple en camping qui fait très très froid ou quand on est perdu dans la montagne ou dans tous les films de catastrophes que l'on voit. Quelle est la méthode pour se réchauffer? Se coller nus les uns contre les autres. Parce qu'on a une température corporelle qui dégage de la chaleur. Et si on colle 2 peaux l'une contre l'autre, on va avoir tendance à produire de la chaleur. Et il faut savoir que de tout temps, même un enfant qui a de la fièvre, plus grand, le coller en peau à peau avec vous, ça va avoir tendance à faire baisser sa température puisque son corps surchauffé va se régler sur votre propre température à vous, qui est de 37 degrés. Donc il va avoir tendance à vouloir s'aligner. Donc le peau à peau est d'un bénéfice extrême pour l'enfant qui vient de naître. Donc favorisez le peau à peau plus. Et puisque vous êtes censé rester couché et coucouner dans votre lit et qu'on vous nourrisse, eh ben le peau à peau est facile à mettre en place. Il n'y a que la couche si vous ne vous dirigez pas vers de la HNI. Donc l'hygiène naturelle infantile et qui vise à recueillir les selles et les pipis de l'enfant dès que celui-ci montre des signaux en fait d'envie. Et donc
cela montre que la continence est un mécanisme acquis très très rapidement chez les enfants. Mais qu'on les perd en fait en mettant des couches, surtout des couches jetables qui sont très absorbantes et du coup que l'enfant en fait ne réapprend plus à faire pipi en fait, puisqu'il ne sent plus, il perd ses sensations. Voilà, donc le pot à pot, deuxième pilier du maternage proximal et du postpartum. Pendant cette période, l'entourage doit être très présent. Le bébé, il a des besoins fondamentaux. On l'a vu, le premier, ça va être le besoin de contact, c'est-à-dire le besoin d'être en contact permanent avec sa mère, le besoin d'être en contact pour nourrir sa sécurité affective. Ça, c'est fondamental. On l'oublie bien souvent, mais un bébé qui pleure, il envoie un signal d'alerte. Il dit que quelque chose ne va pas. C'est un grand signal d'alerte. Et nous, en tant que parents, la façon dont notre lien d'attachement va se créer, ça va être la façon que l'on aura de répondre à ce signal d'alerte de manière toujours la même, donc de manière toujours constante et efficace. Et donc un bébé qui pleure, il peut avoir besoin d'être changé, il peut avoir faim, mais il peut juste avoir besoin de contact. Parce qu'un bébé n'est pas fait pour être posé dans l'immensité du vide, il a besoin d'être en contact. Et ça, peut-être même pendant les 9 premiers mois de sa vie, puisque, et encore, je dirais bien davantage, mais au moins les 9 premiers mois de sa vie, parce que 9 mois dedans, 9 mois dehors. Et que du coup, il va avoir ce besoin de sécurité affective, puisque le bébé qui est un mammifère, nous l'avons dit, un animal, ne n'est pas mature, à la différence des autres animaux qui, eux, se tiennent sur leurs jambes, marchent, mangent tout de suite. Le bébé, lui, il est complètement incapable de survivre seul. Il ne peut pas se déplacer, courir. Et donc, en fait, de manière très biologique, un bébé que l'on pose à terre, c'est un bébé qui est potentiellement susceptible d'être visé des dangers. Donc, à l'époque où l'on vivait encore à l'extérieur, un bébé posé au sol, c'était un bébé tout à fait inoffensif et un mets particulièrement apprécié des bêtes sauvages, puisque il était posé là, c'est comme si on lui servait sur un plateau. Et donc c'est pour ça que nous, on a toujours été des mammifères porteurs. D'ailleurs, dans les réflexes archaïques que nous avons le réflexe d'agrippement, qui va être un réflexe où les bébés vont venir serrer les bras et les jambes autour de nous. Donc un bébé est fait pour être porté, qui prouve que du coup, le bébé n'est pas fait pour être posé au sol, mais le bébé est fait pour être porté toute la journée, comme le font les singes, les koalas et tous les autres mammifères porteurs. Donc le bébé que l'on va avoir tendance à mettre dans des lits, mettre dans des transats, poser ailleurs que contre le corps d'un parent, surtout les premiers instants de sa vie, va peut-être avoir tendance à pleurer davantage que les autres. Et on parle beaucoup de coliques, alors on met tout et n'importe quoi dans ce terme-là. Colique, ça fait plutôt penser à des problèmes digestifs, donc des problèmes digestifs s'il y en a. Mais des fois on dit ouais, il a des coliques parce qu'il pleure beaucoup. Mais en fait, si un bébé pleure beaucoup, ça peut être juste parce qu'il est en manque de contact. Et un bébé va avoir tendance à s'économiser parce qu'il a un instinct de survie. Donc si on ne répond pas à ses besoins de contact rapidement, on va avoir un bébé qui va avoir tendance à de moins en moins appeler. C'est pour ça que les méthodes dites de dressage du sommeil, telles que la méthode SAN 10-15, fonctionnent sur le principe, c'est-à-dire on pose un bébé, il hurle, on le laisse pleurer d'abord 10, 15, 5 minutes. Et en fait, au bout d'un moment, le bébé, il va plus pleurer. Mais c'est normal parce qu'il est biologiquement fait pour s'économiser et donc il va arrêter de pleurer tout simplement au bout d'un moment pour sa survie en fait, puisque un bébé qui hurle sans cesse, il va s'épuiser et donc il a besoin d'économiser sa batterie. Et donc c'est terrible, mais on apprend au bébé en fait à ne plus du tout, à ce que les personnes en qui ils sont censés compter sur leur vie dès les premiers instants ne répondent pas à ses besoins primaires. Donc le besoin de contact est un besoin primaire et fondamental, c'est même le premier. Donc dans les besoins fondamentaux, nous avons également le besoin d'être nourri, typiquement donc au sein de manière primitive, mais aussi par des préparations commerciales pour nourrissons, si on décide de ne pas allaiter son bébé. Ça va être également d'être changé, donc d'être tenu propre, parce que c'est très très difficile de se sentir sale pour un bébé. Ça peut être extrêmement mal vécu pour lui.
d'éliminer aussi du coup, puisque c'est un système de tube, hein, tout ce qui rentre doit ressortir à un moment donné. Et puis, il va y avoir le besoin d'être exposé à des stimuli extérieurs, donc notamment le besoin de créer des contacts avec tout ce qui est environnant, les parents, pour pouvoir développer son système cognitif. Donc ça, ce sont les besoins fondamentaux du bébé. En y répondant de manière efficace, on va avoir tendance à avoir un bébé dont on va nourrir la sécurité affective. Un bébé qui va être serein et confiant dans les adultes avec lesquels il est en contact. Donc, je dirais que répondre à ces besoins fondamentaux, vous avez des chances d'y répondre à 100% quand vous allaitez, que vous mettez votre bébé en peau à peau et que vous le portez le plus souvent possible. Vous avez des cultures, notamment dans certaines cultures d'Afrique, et des cultures aussi amazoniennes, indigènes, toutes les cultures en fait qui sont tournées vers la terre, qui sont tournées vers l'essentiel en fait, le dématérialisé. Toutes ces cultures-là ont un instinct primitif très fort et elles ont tendance à porter leur bébé quasiment constamment. Et ça permet une sécurité des bébés et donc on a des bébés qui pleurent quasiment jamais dans certaines cultures. Et nous, on a tendance à dire c'est bien, il fait ses poumons, il faut qu'un bébé pleure, mais c'est totalement faux. Il ne faut pas qu'un bébé pleure. Le bébé qui pleure, c'est un signal d'alerte. Alors ça ne veut pas dire qu'un bébé qui pleure de temps en temps parce que vous le maternez de manière intensive, toute sa vie va être mal. Il peut y avoir des millions de choses qui font qu'un bébé pleure. Ça peut être des douleurs, ça peut être des inconforts, ça peut être des peurs, voilà, des choses comme ça. Néanmoins, en y répondant efficacement, on a tendance à avoir des enfants sereins. Mais on a quand même tendance à voir qu'avec un maternage proximal, hors problème de douleur, etc., on a des bébés qui pleurent tout de même beaucoup, beaucoup moins souvent et de manière beaucoup moins intense parce qu'ils ont leur sécurité affective remplie. Et j'ai envie de dire, comme je l'ai dit pour la vidéo sur la maman, c'est un investissement sur le futur, encore une fois. Cette période-là, elle est très courte à l'échelle de la vie humaine. Quand on dit que le postpartum immédiat, il dure entre 10 et 40 jours, 40 jours, c'est quoi dans la vie de votre bébé? C'est un grain de sable. Et même dans votre vie à vous, c'est un grain de sable. Alors c'est sûr, cette période, elle peut être intense parce qu'elle est source de chamboulement. Mais en fait, plus on va être dans ce cocon, dans ce maternage avec le bébé, plus on va avoir tendance à nourrir cette sécurité-là pour le futur et pour avoir des enfants qui vont devenir de plus en plus sereins, de plus en plus autonomes dans leur vie. Et je pense que c'est un très bon investissement à faire. Il faut savoir que tout se joue dans les 3 premières années de l'enfant. Tout ce qui va se passer dans ces 3 premières années vont être inscrits pour sa vie et vont faire l'individu qui va devenir plus tard. Donc je pense qu'il est très très important de prendre soin de cette période fondamentale. Ça ne veut pas dire que si pour des raisons X ou Y, on n'a pas trop materné son enfant les 3 premières années parce qu'on était convaincu d'une certaine éducation, qu'on a évolué dans nos vies, dans notre perception des choses, que tout est à refaire. Au contraire, il y a des choses qui se règlent, parler, la discussion, la communication, c'est vraiment des choses qui peuvent complètement enlever certains traumatismes, notamment d'être séparé de sa mère dès la naissance, des choses comme ça, mais ça se travaille, mais c'est tout à fait possible. Et je dirais, si vous avez un autre bébé après, un plus grand que vous avez après, un plus grand que vous avez moins materné, le plus grand aura l'image de ce bébé-là materné. Et donc lui, il aura cette image-là gravée en lui et ça va être, il va avoir l'impression qu'il a été materné de cette sorte-là puisque vous le maternez un petit. Et c'est une belle image à lui donner. Par exemple, si vous n'avez pas allaité votre premier enfant et que vous voulez allaiter le deuxième, le premier, il va avoir la vision de son petit frère ou sa petite sœur au sein. Et en fait, c'est quelque chose qui va s'inscrire en lui. Donc ça aura un impact positif sur sa vie future. Rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. Et fort heureusement, l'être humain est un individu capable de transformation, capable de changement. Et je pense que le chemin de vie est inscrit, que
il ne faut pas regretter ce qu'on a fait. Et on a le pouvoir de changer des choses à l'heure actuelle. L'important, c'est le présent. Le présent est fondamental. Je vois toutes ces grand-mères qui n'ont pas du tout materné leur enfant parce que la période, leur génération à elles faisait que c'était pas du tout quelque chose qui était ancré, qui deviennent maternantes avec leurs petits-enfants en voyant leurs filles être aussi maternantes. Et c'est fantastique. Et je leur dis à ces mamies, mais l'important c'est le présent. Ce que vous apportez à votre enfant maintenant, dans le maternage que vous apportez à ses propres enfants, dans la validation de ce qu'elle fait, dans ce que vous transmettez et dans votre évolution personnelle, c'est fondamental, c'est hyper précieux. C'est pareil pour tout. C'est précieux tout ce que vous offrez à vos enfants. L'essentiel est le présent. Et le présent, il est maintenant.